avez un rôle français à jouer dans cette partie du monde. Vous êtes un morceau de la France. Nous sommes à un tournant et il faut savoir prendre ce tournant. Tout le problème est de savoir comment on va le prendre. Si on va le prendre avec les yeux braqués sur le passé ou braqués sur l'avenir. Il existe encore beaucoup à faire ensemble pour éliminer les séquelles du passé. J'ai lu les propositions pour la France. Il n'y a pas un mot, pas un seul, sur l'outre-mer français. L'outre-mer n'est même pas cité. Il n'y a rien, même pas la mention. Restons ensemble. Travaillons ensemble. Nous allons entamer un nouveau parcours ensemble. Pour éliminer les séquelles du passé en Outre-mer, le président Valéry Giscard d'Estaing accorde leur indépendance à partir de 1975 aux Nouvelles-Hébrides dans le Pacifique, à Djibouti et aux Comores dans l'océan Indien. Mayotte reste française. Mais à la fin des années 80, la métropole comme l'Outre-mer sont confrontées au bouleversement de la mondialisation. Dans les Antilles-Guyane, les mouvements indépendantistes se radicalisent et multiplient les attentats contre les symboles de l'État français afin que la vie change. 89 pour moi a été la fin de cette période militante parce que le monde a changé. Il y a eu un événement très important dont on ignore la portée pour des pays comme nous, ça a été la fin des pays de l'Est. La chute du mur de Berlin. Ça a changé radicalement notre devenir parce que, politiquement, la France n'avait plus à offrir cette garantie qui consistait à tenir la Guadeloupe et la Martinique pour que ces deux départements-là ne glissent pas vers Cuba. Tous les étudiants étaient gauchistes, on était des militants gauchistes. Si il se passait quelque chose, c'est les étudiants qui émergeaient, d'emblée, il y aurait eu une relation pro-cubaine. Et en définitive, on entrait dans un monde d'une pensée capitaliste. Et ça changeait les données. Donc à partir de ce moment-là, les données n'étant plus les mêmes, nous avons un gouvernement français qui, maintenant, se dit comment gérer les DOM et qui cherche des solutions. François Mitterrand est réélu président de la République en mai 1988. Pour entamer un nouveau parcours et éradiquer la violence, le gouvernement français renforce l'exécutif local. Création de conseils régionaux, de l'Université des Antilles-Guyane, de l'Université de la Réunion, défiscalisation pour favoriser les économies internes et le tourisme en plein essor depuis 1970. Les langues et les cultures créoles sont officiellement reconnues. Mais c'est à Paris que le besoin de reconnaissance identitaire parmi les Antillais de métropole est le plus manifeste. Arrivé dans les années 60, il représente les 2/3 de l'immigration ultramarine et occupe pour la plupart des emplois subalternes dans la fonction publique, administration, postes et hôpitaux. Aujourd'hui, un Antillais sur 4 né aux Antilles vit en métropole. En France, au début des années 80, le groupe Kassav invente un style musical d'un genre nouveau, le zouk. C'est avec lui que la langue créole se répand dans le monde entier. Il y a dans cette émigration, dans cette histoire, quelque chose qui est à la fois
une aspiration des populations qui y croyaient trouver dans l'immigration l'espace de leur promotion sociale, et en même temps il y a la continuité de la violence de la construction de l'outre-mer. Et donc, tout à la fois l'aspiration, parce que la France a été mythiquement vue comme le lieu où tout s'accomplissait, et progressivement, dans la réalité quotidienne, du vécu quotidien, on s'aperçoit que le vivre directement ou que le vivre indirectement, que la réalité n'est pas à la hauteur du mythe. Réussir comme tout le monde, c'était pas le cas. Avoir des bons salaires, c'était pas le cas. Avoir des promotions, c'était pas forcément le cas. Mais ce qui était aussi leur revendication particulière, c'était pouvoir revenir au pays, dans un pays qui se développait. Et comme le pays ne se développait pas et que les retours n'étaient pas possibles, il y a une deuxième dimension que prenait leur vie quotidienne. C'est celle de leurs enfants qui naissaient ici et du devenir de ces enfants. Que vont-ils devenir en tant qu'être de leur identité d'Antillais? Pas simplement identité d'Antillais qui ont vocation à revenir dans le pays. C'est identité d'Antillais qui ont probablement obligation à demeurer dans l'espace métropolitain et à inscrire leur réalité entière dans l'espace métropolitain. Ces inquiétudes font ressurgir la question de l'esclavage, toujours présente dans les mémoires. Les Antillais de Paris manifestent pour qu'elle soit reconnue comme le fondement de leur histoire, mais aussi comme une composante de l'histoire de France. La loi Taubira est votée en 1999. Monsieur le ministre, chers collègues, nous avons donc le 18 février 1999 examiné et adopté à l'unanimité cette proposition de loi tendant à reconnaître la traite et l'esclavage en tant que crime contre l'humanité. Ce texte est constitué de 6 articles dont le premier proclame: la République française reconnaît que la traite négrière transatlantique ainsi que la traite dans l'océan Indien, d'une part, et d'autre part, l'esclavage perpétré à partir du XVe siècle aux Amériques, aux Caraïbes, dans l'océan Indien et en Europe contre les populations africaines, amérindiennes, indiennes et malgaches constitue un crime contre l'humanité. L'héritage colonial est différent dans le Pacifique. La présence de peuples autochtones aux cultures très anciennes a créé une forte revendication indépendantiste qui conteste les institutions et le fonctionnement de l'économie locale. En Nouvelle-Calédonie, en 1988, la signature des accords de Matignon-Oudinot ramène la paix et l'espoir entre Caldoches et Kanak. Même si pour les militants c'est un peu dur, peut-être, dans l'immédiat, je pense que l'avenir saura reconnaître que ces accords ont constitué un pas important dans l'histoire de notre pays. Pour certains Kanaks, à cette époque-là, les accords étaient perçus comme en quelque sorte une trahison. On se disait qu'on allait se faire avoir, que ça préparait une nouvelle forme de colonisation, etc., etc. Mais le 4 mai 1989, un nouveau drame surgit pendant la levée du deuil des 19 tués de la grotte de Wateto à Ouvéa. On était là sans s'imaginer un seul instant que il y aura un drame terrible, quoi. Et là, j'ai l'impression que c'était des pétards. Alors, je disais à une cousine qui était à côté de moi, mais ils s'en foutent ces enfants de faire éclater des pétards à cette heure-ci. Et ensuite, j'ai entendu des cris, des pleurs, et c'est là que quelqu'un est tombé sur mes jambes comme ça. C'était Jean-Marie Thibao qui est tombé. J'étais là avec un pochon de coutume, et en fait, le garde du corps l'avait plaqué pour qu'il tombe, mais c'était trop tard, il était déjà décédé. En quelques instants, le mouvement indépendantiste kanak est décapité. Ses leaders Jean-Marie Thibao et Yigwene sont assassinés par un ultra, Djoubeli Rouéa, lui-même immédiatement abattu. Donc ça c'est des choses qui sont là constamment. Quand il y a une décision importante à prendre, à chaque fois je me remémore tout ça pour ne plus recommencer. Et si vous voulez, ce qui m'a motivé dans le choix de m'intégrer dans la gestion institutionnelle du pays, c'est de dire qu'il ne faut plus
que les événements qui se sont passés en 84 et 88 ne se renouvellent. Ça veut dire, à contrario, qu'il faut que les conditions soient créées pour que de tels événements ne se reproduisent plus. On recommence alors. La signature des accords de Nouméa le 5 mai 1998 confirme 10 ans plus tard le transfert progressif des compétences de l'État vers les pouvoirs locaux, sauf pour la défense, la justice, la sécurité et la monnaie. Depuis 20 ans maintenant, on a mis en place ce qu'on appelle le rééquilibrage. Pour nous, c'est une notion importante. C'est-à-dire que les impôts perçus principalement en province sud sont redistribués à la province nord et à la province des îles. Donc la province nord et la province des îles, elles ne représentent que 25% de la population, mais elles perçoivent 50% de nos impôts, pour leur permettre de se rééquilibrer en termes d'infrastructures, en termes d'écoles, en termes de collèges, en termes de développement, etc. etc. C'est le grand enjeu de ces 20 dernières années. Mais le fossé, il se creuse parce que ici, il y a l'argent, il y a la matière grise, ils ont l'habitude des choses. Nous, on fait et on apprend en même temps. Même si à côté de ça, il y a un train de mesures qui sont mis en place pour former des cadres. L'État a mis en moyen une agence d'aménagement foncier dont la fonction est de racheter les terres, de les rétrocéder aux populations kanak qui les ont revendiquées, d'accompagner le développement. Il y a ces grands projets miniers, mais voilà quoi, il y a quand même une grosse différence entre, on va dire, la ville et la brousse. Déjà, les accords ne sont pas signés pour les Kanaks seulement. Hein. Les accords, ils ont été signés pour tous les gens qui vivent ici en Kanaki. Ça veut dire les Chinois, les Javanais, les Wallis. Alors que le Kanak n'est pas encore bien uni, quoi, bien dans sa peau, quoi. Il y a encore des trucs qui fait que ben voilà, le Kanak il reste divisé, quoi. Et avant d'accepter tout ça, ben, il faut que le Kanak lui-même soit fort, quoi, soit uni. Nous sommes dans un pays où les clivages ethniques sont aussi des clivages sociaux. En clair, où les Océaniens, Kanaks, Wallisiens et Futuniens sont les plus démunis et les plus défavorisés, et les Européens les plus favorisés et ceux qui exercent des responsabilités dans les administrations, dans les entreprises et ailleurs. Et donc cette cohabitation-là, avec ce clivage-là, fait de la société calédonienne une société fragile. Parce que la fracture sociale, qui est une fracture ethnique aussi, est une fracture particulièrement importante. La position stratégique de la Nouvelle-Calédonie, comme ses richesses, la situe au cœur de la mondialisation. Les terrains miniers situés en terre kanak ainsi que les autres gisements de nickel et de chrome attirent les convoitises de groupes industriels australiens, canadiens, brésiliens et russes. L'exploitation de ces matières premières est au centre des enjeux économiques, écologiques et politiques du territoire qui compte environ 250 000 habitants. La Nouvelle-Calédonie est un petit pays. L'expérience des habitants de ce pays n'est pas encore suffisante pour pouvoir lutter contre des intérêts gigantesques. Par conséquent, c'est là où la Nouvelle-Calédonie a besoin, derrière elle, d'un État. Les accords de Nouméa prévoient l'organisation entre 2014 et 2019 d'un référendum d'autodétermination pour l'indépendance ou le maintien dans la République française de la Nouvelle-Calédonie. L'objectif pour lequel je m'étais impliquée au départ, c'était indépendance kanak socialiste. Cet objectif-là, pour moi, reste. C'est la perspective, l'objectif à atteindre. Mais aujourd'hui, avant d'atteindre cet objectif, il faut faire en sorte que le pays s'émancipe avec tous ceux qui habitent ce pays. Et pourquoi pas, petit à petit, avoir des relations nouvelles avec la France. Beaucoup d'hommes politiques aujourd'hui de ce pays parlent de nation calédonienne dans la nation française. Oui, pourquoi pas, un État fédéré, une indépendance en association, un État associé, tout ça. Bon, ce sont des formules d'habillage, mais il faut que le pays s'émancipe petit à petit avec les gens qui ont choisi ce pays comme le leur. Voilà. En Nouvelle-Calédonie, les Wallisiens et les Futuniens sont plus nombreux que dans leur archipel d'origine, où la population est de l'ordre de 30 000 habitants.
Cette émigration massive est liée à la pauvreté des ressources de leurs îles. À Wallis et Futuna, la culture traditionnelle et le poids des chefferies royales paralysent tout développement économique. Les conflits qui existent entre l'autorité coutumière et l'autorité de la République, en tout cas avec la justice républicaine, viennent du fait que le système occidental s'instaure ici avec des règles bien précises face à un système qui ne connaît pas, qui ne comprend pas ces règles-là. Les gens doivent faire un constat et se dire, bon, qu'est-ce qu'on fait par exemple de notre coutume? Notre coutume existe, est-ce qu'on veut la garder? Comment est-ce qu'on veut l'intégrer dans un monde moderne qui inévitablement est là? Ce monde moderne est là et de toute manière il ne fera que se développer. Est-ce que nous avons les moyens, est-ce que la société traditionnelle a les moyens de gérer cette modernité? Est-ce qu'elle est capable de continuer à exister dans un monde comme celui-ci? Ce sont vraiment des questions que les personnes responsables doivent se poser et faire un choix de société avant tout. Dans le Pacifique, malgré le choc de la colonisation, les sociétés traditionnelles restent profondément enracinées dans leur singularité. Mais aujourd'hui, la mondialisation confronte ces peuples à un éclatement inéluctable de leur culture. Cette confrontation entre culture traditionnelle et modernité a été particulièrement violente en Polynésie. Pendant 30 ans, le Centre d'expérimentation du Pacifique en a fait la zone stratégique de la politique nucléaire française. En fait, la Polynésie française, ça n'existe pas. C'est un accident de l'histoire, c'est une fabrication, une construction, la Polynésie française. Voilà, les Français ont colonisé 5 groupes d'îles. Les Marquises, les Australes, les Tuamotu, mais ces groupes d'îles-là n'ont pas plus à voir entre eux qu'on a à voir avec les Hawaïens, les Samoa, l'île de Pâques ou la Nouvelle-Zélande. On n'a pas plus de liens légitimes. Donc c'est une notion qui est encore très vague, c'est une identité qu'on est en train de construire. On articule, on ouvre bien sa bouche. On a monté cette école suite à des constatations faites au niveau de l'école publique. Et le problème qui se posait, c'est que beaucoup d'enfants étaient en échec scolaire. Ceux qui ne réussissent pas, c'est que ce sont ceux qui font des mélanges entre les structures françaises et les structures tahitiennes. Et finalement, ils ne savent plus quelle langue ils utilisent. Mais il ne s'agit pas simplement d'enseigner les langues. Il s'agit d'accepter l'enfant dans sa culture et dans sa langue, ce qui est très différent. Il est bien clair que l'enfant ne comprend pas pourquoi est-ce que sa culture n'est pas une culture qui peut rendre les services en termes de développement humain et de réussite dans la vie. Avec l'accès à l'autonomie de gestion en 1977, Gaston Flosse devient l'homme fort du pays. Pendant 25 ans, il incarne jusqu'à la caricature le système mis en place par la France pour garder la Polynésie sous sa coupe. Le gouvernement Flosse était un grand soutien au nucléaire, à l'arme nucléaire. L'État français a arrosé nos hommes politiques comme pas possible. Gaston Flosse avait tous les pouvoirs. L'État français donnait de l'argent sans contrôler. Pendant des années, il y a eu ce couple qui est devenu mythique ici, Gaston Flosse, Jacques Chirac, l'un étant le parrain du fils de l'autre. Vraiment des liens qui vont au-delà de la politique, des liens d'amitié, avec le développement d'une espèce de personnage surpuissant qui prend l'avion, va à Paris, il revient avec des milliards. Donc un personnage qui balaye tout sur son passage. Et donc en face de ce juggernaut politique qu'est Gaston Flosse, il y a d'autres voix qui ont évidemment toutes les peines du monde à se faire entendre, d'autant qu'elles mêlent à la fois la revendication indépendantiste
à la revendication antinucléaire. Alors évidemment, de facto, ce message-là n'est pas audible. En tout cas, l'État français n'a pas du tout envie de l'entendre et n'a surtout pas envie qu'il se développe. J'ai pris la décision parce que je la considérais nécessaire aux intérêts supérieurs de notre nation d'autoriser la fin de cette campagne d'essai, et cette décision est naturellement irrévocable. Cette campagne d'essai nucléaire soulève la colère de la population. Le 27 janvier 1996, le dernier essai nucléaire a lieu à Fangatofa. L'argent du CEP a été accaparé quand même par une partie de la population. Ce qui fait qu'on a des inégalités sociales absolument énormes entre ceux qui se sont enrichis et ceux qui ont regardé passer en quelque sorte le train de l'abondance et n'en ont eu que des miettes. Ceux des îles, ils ont eu de très bons salaires. Moi, je dis de très bons salaires quand ils travaillaient sur Mururoa. Donc, ils n'ont pas pensé à l'avenir de leurs enfants. Tout ce qu'ils ont pensé, c'est faire la fête. Et puis maintenant qu'il n'y a plus d'essais nucléaires, donc d'autres sont rentrés dans leur île. D'autres sont morts. Ils sont morts. Donc, les enfants sont restés ici à Tahiti. Et alors tout le monde se sent entassé ici à Tahiti. Aujourd'hui, nous ne mesurons pas encore exactement les conséquences de ces essais-là. On sait, d'après les documents que nous avons pu soustraire du ministère de la Défense, qu'il y a des fuites de gaz, qu'il y a des fissures dans le récif. Donc tout ça, il fallait expliquer à nos gens tout d'abord. Par exemple, les fausses couches à l'époque, c'était chose courante. Et puis les hommes qui devenaient stériles, tout ça, en dehors des cancers du sang, thyroïde, poumons et tout le reste. À l'époque, non seulement, il y avait aussi des naissances d'enfants mal formés, mais tout ça, on n'avait pas le droit de penser une seule seconde, même penser, on n'avait pas le droit de penser que ça pouvait être dû aux essais nucléaires. Et nous avons, pendant comme cela 30 années, dû entendre un discours qui est « c'est la France qui paye, il n'y a rien à dire, sans elle on ne va pas pouvoir y arriver ». Et puis, mais tout ce discours-là a été un petit peu, j'allais dire, provoqué, sans faire de jugement de valeur. Nous sommes dans une situation où, au jour d'aujourd'hui, nous pouvons remettre en cause et avoir une visibilité un peu plus large de ce qui s'est passé. Elle est quand même grave, la situation. Une situation grave, et puis on continue à nous dire que les essais sont propres, tout en nous disant que l'État français est complètement transparent sur ce dossier-là. Alors qu'il n'y a pas longtemps, il y a 2 mois de cela, je pense, non, au mois de mai, ils ont donc voté une loi en France classant ces dossiers-là secret défense pour toujours. Aujourd'hui que le CEP n'est plus là, on peut se poser la question, et certains se la posent de manière de plus en plus aiguë ces jours-ci, de savoir si la France a encore un intérêt à ce que la Polynésie demeure française. Les transferts des fonds publics de l'État représentent 1/3 du produit intérieur brut de la Polynésie. L'économie locale stagne, même si le développement du tourisme, de la perliculture, de la pêche industrielle représente un espoir pour ce pays. Mais l'exploitation mal contrôlée de ces ressources laisse présager de nouveaux risques écologiques. Dans l'océan Atlantique, l'archipel de Saint-Pierre-et-Miquelon, qui compte aujourd'hui 6500 habitants, a toujours vécu de la pêche. Jusqu'au début des années 90, les flottilles du monde entier faisaient vivre l'économie de l'île. Mais les conflits entre la France et le Canada sur la répartition des zones de pêche et l'épuisement des ressources aquatiques ont changé irrémédiablement la donne.
En 92, il y a la décision du tribunal arbitral de New York, un conflit entre la France et le Canada sur la délimitation de ses frontières maritimes, et une décision qui réduit à une portion congrue le territoire maritime de la France en Amérique du Nord, Saint-Pierre-et-Miquelon, et qui nous interdit d'aller pouvoir pêcher ailleurs, ce qui fait qu'il y a un effondrement des capacités de pêche localement, avec des bateaux de pêche qui sont vendus notamment en métropole, une flotte qui est complètement démantelée, une flotte de bateaux de pêche industriels quand même, qui est complètement démantelée, un choc social et économique, parce que ce sont des emplois directs de plus de 400 personnes à un moment donné, et on s'effondre, on passe à peine une centaine, dans la principale usine du territoire. Pour une population qui avait toujours vécu de la mer et par la mer, qui avait toujours travaillé de ses mains pour gagner son pain quotidien et le poisson qu'il ramenait, certes pour l'archipel, mais aussi pour d'autres départements d'outre-mer, d'autres territoires qui ont ramené pour d'autres pays. C'était aussi cette sensation d'être utile à d'autres et d'amener sa contribution un petit peu au monde qui était autour de nous. Et bien ça avait complètement disparu. On était là, seuls, perdus dans l'Atlantique Nord, avec cette impression finalement de ne plus servir à rien. J'ai le sort de l'amour, l'aime arrivé à son chalut. La belle de l'étoile, la reine des soirs. Donc voilà, je pense que bientôt ça va être le départ, quoi. Donc d'ailleurs c'est quasiment fait. Ça ne serait tardé. Ça se fera dans l'été de toute façon. Parce que j'ai des enfants aux études, donc il faut aussi penser à sa petite famille. Et puis j'espère que ce sera en France, parce que je suis quand même français, donc j'ai le droit à ma part du gâteau. Et donc je reste optimiste. Et j'aurai toujours une pensée pour mon archipel. S'ils ont besoin de mes modestes connaissances, je me ferai un plaisir. Je serai toujours là. Même à 5000 km. Il a vu passer Casa papa tombé, maman qu'a pleuré, papa y'a chaillé bois, y'a chaillé tort. Des cochiclous, c'est pour y coulouer. Le caractère insulaire et l'exiguïté de la plupart des territoires d'outre-mer accentuent leurs difficultés économiques. Dans les Antilles comme à La Réunion, une politique de type colonial subordonne encore l'économie de ces îles à celle de la métropole. Avec la crise du secteur sucrier, elles sont passées sans transition d'une société de plantation à une société basée sur l'import-export. Les usines à sucre fermées, qui appartenaient aux grandes familles de colons. Bon, ces usines, une fois fermées, ont pratiquement cédé la place à des grandes entreprises d'import-export. C'est-à-dire que les financements sont partis vers l'import-export. Donc nous avons franchi une étape de façon parfois artificielle, parce que très soutenue par la France, qui a fait que quelque part, ça a créé des déséquilibres. Un des déséquilibres, c'est ce concept de consommation. Le développement de ces sociétés de consommation accentue la situation de monopole de grands groupes d'import-export. Ainsi, ces départements ne sortent pas de la dépendance commerciale avec la France, qui y trouve des débouchés exclusifs pour sa production. Devenus surtout terres de consommation, les départements d'outre-mer sont étranglés par des difficultés sociales, que l'essor de l'industrie touristique ne suffit pas à pallier. Dans l'océan Indien, la Réunion n'échappe pas à ces difficultés. Avec ses 800 000 habitants, c'est le département d'outre-mer le plus peuplé. Les problèmes économiques et sociaux qui minent les vieilles îles à sucre perdurent ici aussi. La Réunion, c'est une vitrine, une jolie vitrine. Mais déjà la vitrine, il ne monte pas. L'envers de la vitrine, il ne monte pas, il ne voit pas. Et ça donne à dire, c'est que quand un tas de monde est dans une situation difficile. Et souvent, ils retrouvent les mêmes, c'est-à-dire la population CAF, ça nous appelle ici, celle d'origine africaine, malgache.
ces autres les plus normalisés. On va retrouver ça dans les prisons, on va retrouver ça dans la population au chômage, on va retrouver ça dans les ANPE, les missions locales. Et quand on voit tout ça, on pose aux questions. Pourquoi la société rayonnaise continue à fonctionner sur un bon schéma comme ça? Pourquoi il ne permet pas tout le monde d'avoir une place? Sur un territoire comme la nôtre, un département comme la nôtre, où on a 30% de la population au chômage, où on a plus de 70 000 RMI, il faudrait voir comment repenser cette insertion-là. Encore aujourd'hui, ce qu'on observe, c'est que la majorité des postes décisionnels sont pris par des personnes qui arrivent de France métropolitaine. Et les Réunionnais qui ont des diplômes, et ça c'est ce qui me préoccupe le plus, c'est que les Réunionnais qui ont des diplômes, des hauts diplômes, ingénieurs, master, doctorat, voire postdoc parfois, soit sont au chômage, soit sont employés sur des postes qui sont largement en dessous de leur qualification. Vous avez ici un phénomène qui est une séquelle de la période coloniale, c'est le statut de la fonction publique d'État. À l'époque, sous la colonie, on était beaucoup plus franc. Vous aviez les fonctionnaires coloniaux, en général pour les 9/10 des métropolitains, comme on dit ici, avaient ce qu'ils appelaient le supplément colonial par rapport à le traitement de fonctionnaires en France. Nous, on a appelé ça l'indemnité de vie chère et tout ce que vous voulez. Outre-mer, la fonction publique est l'employeur principal et le traitement des salaires est majoré. À La Réunion, il est supérieur de 53% à celui de la métropole. Les grandes entreprises privées aussi surévaluent les salaires. Mais plus de la moitié de la population vit en dessous du seuil de pauvreté. On a épuisé aujourd'hui les vertus sociales de la départementalisation. Les lois sociales françaises sont appliquées ici. Mais ça ne change pas l'héritage que nous avons eu d'une société coloniale. C'est que les tensions sociales aujourd'hui, les inégalités sociales aujourd'hui, sont aussi grandes que sous la colonie. Je lutte pour ma liberté, trop d'années cherchent la clé pour ouvrir la porte du bonheur. Le malheur est sur le trottoir, l'espoir est au bout du couloir. Ma raison est sur l'instru, sur l'ombre de ma rue. L'amour brûle comme de la braise, toujours la haine qui nous baise. Je vis plus, je survis, ce système veut que je perde la tête, me pousse dans des dettes. Je sais où est la sortie de secours sans que la mort prononce son discours. À qui le tour de jouer au pendu, de se pisser dessus? Il y a des jours l'enfer est au-dessus, bordel, déchirer les aides de nos désirs. Le marasme économique et social dont ces départements ne parviennent pas à se débarrasser a toujours été au centre des revendications statutaires pour plus d'autonomie. En Martinique, la revendication de l'élite politique de plus d'autonomie a été lancée depuis plus longtemps et surtout les indépendantistes ont réussi à conquérir des positions de représentation qui sont très fortes, en grande partie grâce à la personnalité de leur leader. Et ce n'est pas le cas en Guadeloupe. Dans les années 90, après avoir renoncé à la violence, les organisations indépendantistes décident de conquérir le pouvoir par la voie démocratique. En 1998, l'indépendantiste Alfred Marie-Jeanne est élu à la présidence du Conseil régional de la Martinique. Mais c'est à Basse-Terre, en Guadeloupe, que les 3 présidents des régions françaises d'Amérique vont se réunir en 1999 pour réclamer un changement de statut et davantage de pouvoirs locaux. Là, j'ai réussi quelque chose et je revendique de réunir le socialiste arabe, l'indépendantiste Marie-Jeanne et la chiracienne Michel pour faire cette fameuse déclaration de Basse-Terre. Et aujourd'hui, nous avons eu une modification de la Constitution. Pour la première fois, on voit apparaître dans la Constitution française le nom de Guadeloupe, Martinique et Guyane. La réforme constitutionnelle de 2003 modifie les statuts des DOM-TOM. Après un référendum, la Guyane, la Guadeloupe, la Martinique deviennent des départements et régions d'outre-mer avec une autonomie élargie. Saint-Barthélemy, Saint-Martin, Saint-Pierre-et-Miquelon, Wallis et Futuna accèdent au statut de collectivité d'outre-mer. Enfin, la Nouvelle-Calédonie, les territoires de Polynésie française à l'exception des terres australes, deviennent pays d'outre-mer au sein de la République. Peu à peu, la diversité institutionnelle s'impose. En Guyane, le Centre national d'études spatiales de Kourou est le fer de lance de l'économie locale et le premier employeur.
Environ 1/5 des 250 000 Guyanais vit directement ou indirectement de ces activités qui représentent 30% des richesses du département. On a l'impression que vous avez toute la bande de Kourou qui est hyper protégée. On s'occupe effectivement de son développement et tout le reste du territoire, on a l'impression qu'il y a un laisser-aller. Bon, vous vous débrouillez comme vous voulez, mais en tout cas, le CNES, il doit avoir toutes les protections possibles. Même les CRS qui se trouvaient à Cayenne, maintenant se retrouvent basés sur le CNES. On avoue qu'on commence à se poser des questions. Est-ce qu'il y aura un détachement d'une bande de la Guyane qui resterait encore attachée à la métropole et le reste, on s'en détacherait? Vous voulez votre autonomie, tenez, prenez. On n'en sait rien. La base de Kourou assure la prédominance de la France dans la recherche spatiale européenne. Mais le reste de l'immense territoire guyanais reste sous-exploité. La société s'est développée brusquement à partir des années 80. La Guyane est passée de à peu près 100 000 habitants au début des années 80 à 200 000 habitants aujourd'hui. Donc une explosion démographique. Et cette explosion démographique s'est faite dans le sens de la création d'une société multiculturelle, multiethnique. C'est-à-dire aujourd'hui, en Guyane, vous n'avez pas simplement des Blancs et des Noirs, comme vous allez pouvoir le dire pour la Martinique ou la Guadeloupe, mais vous avez des Brésiliens, vous avez des Surinamiens, vous avez des Haïtiens, etc. Et plus de 50% de la population guyanaise d'aujourd'hui n'est pas née en Guyane. Personne n'a imaginé que ce grand pays vide, et il y aurait de tels flux migratoires qui arriveraient et qui déstabiliseraient un certain nombre d'équilibres. Parce qu'il faut dire quand même quelque chose aujourd'hui, il y a un problème de saturation de toutes les infrastructures administratives. Toutes les écoles sont quasiment surpeuplées, l'hôpital est pareil. Or, rien n'était prévu pour ces flux migratoires. Et je crois qu'une des difficultés majeures de la Guyane, c'est que tous les problèmes sont présents en même temps et ils doivent être résolus en même temps. On est un pays qui souffre de non-développement. Moi, je crois que, par exemple, ce qu'il faut viser en Guyane, c'est l'autosuffisance alimentaire. Parce qu'on a tout à fait la possibilité de nous suffire à nous-mêmes. On est dans un pays qui a un certain nombre de richesses naturelles, minières, de biodiversité. Cela également, il faut le prendre en compte et il faut se diriger vers cela. En 2008, l'effondrement des marchés financiers mondiaux provoque l'envol du coût des matières premières. En novembre, en Guyane, l'augmentation du prix de l'essence dépasse toutes les prévisions. Une grève paralyse le pays. 1,77 € pour 1 litre de carburant. À côté, à 2 encablures, vous avez le Venezuela. À côté, vous avez le Suriname. Et à 3 encablures, vous avez Trinidad, producteur de pétrole. Nous avions en Guyane l'essence la plus chère du monde. En Guadeloupe, on était à 1,53 €. Il y avait 1 centime de différence, mais quand même, c'était très cher. Les gens ne pouvaient plus tenir. Et puis, les élections prud'homales arrivent, les syndicats qui s'affrontent dans une élection qui est la leur, et qui disent, nous allons faire un mouvement général contre la vie chère. Depuis des années, je dénonce les abus, les situations de rente et de monopole, les extorsions, si j'ose dire, de plus-value, des banques, des grandes surfaces, des assurances, les ristournes de fin d'année, les marges arrière, les circuits de transport, la continuité territoriale, les prix des compagnies aériennes. On a vu venir ça quand même, je peux dire ça. La Guadeloupe embraye derrière la Guyane et réclame une baisse des prix de l'essence et des produits alimentaires qui ont explosé au cours de l'année 2008. Va naître alors le plus grand mouvement social qu'ait connu l'outre-mer français. En France, une grève générale, ça n'aurait pas duré 48 heures. En Guadeloupe, ça a duré 44 jours. Sarkozy a pris la parole le 19 février, pour la première fois. Pour la première fois, le 19 février. Madame Alliot-Marie a pris la parole une seule fois, vers cette date-là aussi, c'était pour dire qu'elle envoyait des renforts de gendarmes en Guadeloupe pour tenir l'ordre public. Donc en fin de compte, c'était le mépris le plus total. C'est aussi ce mépris qui déclenche le mouvement. Après le refus du préfet de la rencontrer en décembre,
les dirigeants syndicaux décident de créer le LKP, Lionnage contre Profitation, un collectif d'une 50aine d'organisations syndicales, politiques, associatives et culturelles. Le 20 janvier 2009, le LKP amorce pacifiquement un vaste mouvement de revendications populaires. Donc leur succès tient à ce qu'ils ont donc fédéré des revendications syndicales plus des revendications sociétales. Et c'est cela qu'ils ont appelé un lionnage. Et ça, il n'y en a pas considérable dans l'opinion. Nous avons tous été plus ou moins LKP, quoi. LKP nous a fait vibrer. Et durant plusieurs semaines, on marchait dans les rues, mais on avait plaisir à être ensemble, à discuter, dans les rapports de voisinage. Et le taux de délinquance est tombé à 0 durant cette période. C'est assez étrange. On a l'impression qu'il y avait une violence constitutive de la société qui était en train de baisser. Et ça créait en nous de l'enthousiasme. Moi, en son retraité, et en tévle que là où moi acheté en vite, avec si l'argent a touché là, pour moi sentir en cas vu, et avec un petit peu de 1000 € là, qu'on est pour retraite en moins, alors qu'on travaille pendant 42 ans. Je suis fière et contente d'être guadeloupéenne. Je suis pas en rouge, désolée. Le LKP, il faut l'appeler par son nom, à mon avis, s'est arrêté là où tout commençait. Il a demandé une revendication d'amélioration salaire. En fait, oui, c'est bien meilleur salaire, certainement, mais le fond du problème, le fond, c'est-à-dire les rapports entre la France et les DEFA n'a pas encore été repensé. J'ai un fillon qui a dit qu'il n'est pas d'accord encore. Alors si nous avons dit que l'État n'a pas parole, l'État a repris, il a dit pas d'accord encore, nous passons pour la nouiller. Mais celle de nous a dit, ils ont négocié avec nous, ils ont respecté les paroles à autres. Nous avons une fois de plus perdu l'initiative de demander, d'exiger un changement profond de situation. Et tant qu'on ne le fera pas, on n'arrivera pas à une solution. On va calmer le jeu. 1 mois, 2 mois, 1 an même s'il le faut. Mais toujours, le malaise va réapparaître et ressurgir. Oui, teni moun derrière moun. Oui, teni moun en la rila. Yo tente de mouner nous. Mais nous mouner, yo tente de mouner nous. Mais nous mouner en la rila. Il y avait une force de ce mouvement qui, d'une part, posait, je ne dis pas clairement au sens où elle donnait une solution, mais posait clairement un enjeu guadeloupéen, quelle que soit la solution de chacun. Mais l'opposant renvoyait à une question sur la manière en France de gouverner, la gouvernance française et la modalité de régulation et les espaces démocratiques dans la société française. Par la puissance du mouvement populaire qu'il suscite, le LKP entraîne tous les autres départements de l'outre-mer dans la contestation. Il puise aussi sa force dans un malaise jamais dissipé, celui du passé esclavagiste. La question de l'influence des béquets martiniquais ressurgit. Faisons un peu d'histoire. On revient à 1848 avec l'abolition de l'esclavage, où les propriétaires d'esclaves ont été indemnisés et pas les esclaves. Donc en fin de compte, on peut dire sans se tromper que les rentes des sociétés esclavagistes ont permis aux mêmes familles de constituer des groupes ou de prendre des franchises dans certains groupes européens ou mondiaux pour cadenasser la vie économique de la société. Et l'État central s'est toujours appuyé sur ces groupes, sur ces grandes familles pour maintenir une certaine stabilité sociale, une certaine stabilité politique et donnant ainsi libre cours à la pérennité de cette société dite de plantation. Les béquets ont été souvent stigmatisés pour plusieurs raisons, mais je pense que c'est essentiellement aussi la réalité sociologique. Le béquet est le symbole de la puissance financière, de la réussite, de ceux qui font, hier la canne, aujourd'hui la distribution, l'immobilier, etc., etc. Donc c'est celui sur lequel on a voulu taper.
notre économie est cadenassée complètement par justement cette casse-béquet qui, même si sa puissance est à relativiser aujourd'hui, a encore maîtrise des leviers et les gens sont conscients de ça, même s'ils ne le disent pas tout le temps. Et quand arrivent des périodes de crise très fortes où bon, on n'en peut plus, etc., où ils s'expriment, eh bien cette question-là ressurgit évidemment. Pour tenter de dénouer cette crise, Nicolas Sarkozy rassemble politiques et membres de la société civile à Fort-de-France en juin 2009 afin de réfléchir à l'avenir statutaire des départements d'outre-mer et plus largement à leur évolution. Moi, ce que j'ai beaucoup de mal à comprendre, par ailleurs, c'est pourquoi un conflit social dans un département français débouche sur le problème du statut. Est-ce que si la Bretagne, la Meurthe-et-Moselle, la région PACA avaient connu un conflit d'une telle ampleur, on aurait proposé un changement de statut? Moi, j'ai beaucoup de mal à comprendre ce lien qui est fait entre revendications sociales et statut politique. D'autant que, et je crois que c'est quand même très important, le problème du statut politique n'a jamais été posé par le LKP. En novembre 2009, le président de la République annonce 137 mesures pour le développement de l'outre-mer, dont l'objectif est de réduire l'écart économique et social avec la métropole et d'offrir aux différents départements qui le demandent la possibilité de s'engager vers plus d'autonomie par la voie d'un référendum. Les élus de Martinique et de Guyane ont demandé à exercer davantage de responsabilités en organisant leur collectivité selon le régime prévu par l'article 74 de la Constitution. Le gouvernement a donc décidé de consulter directement les Martiniquais et les Guyanais en janvier 2010. Les élus de Guadeloupe et ceux de la Réunion m'ont proposé un schéma différent. J'en ai accepté le principe, car il n'est écrit nulle part que nos outre-mer doivent suivre le même chemin au même moment. Je le redis très simplement, mais avec force, la question de l'indépendance de la Martinique et de la Guyane ne sera pas posée. En janvier 2010, les résultats du référendum sont sans appel. En Guyane, le non à un changement de statut atteint près de 70% des suffrages exprimés et près de 80% en Martinique. Derrière la question du changement de statut, il fallait qu'on pense les changements de statut. Parce que dans chaque territoire, il y a une manière peut-être particulière de penser le changement de statut, de penser un changement de gouvernance, et je laisse la notion de statut à côté, qui soit en rapport avec quelque chose qui tienne compte de la dynamique propre à chacune des sociétés. La dynamique propre à la société guyanaise et ce qui l'attend, son devenir, n'a rien à voir avec la dynamique de la société martiniquaise. Quand bien même nous sommes subsumés, nous sommes couverts par un même parapluie institutionnel. Dans ses profondeurs, chez ces jeunes, chez ces moins jeunes, chez nos anciens, et qui consiste à dire oui à la République, oui à la liberté, oui au progrès économique et social de Mayotte, parce qu'il reste beaucoup à faire, mes amis. Il reste beaucoup à faire. En mars 2009, un référendum est organisé à Mayotte pour décider de son accès au statut de département français. C'est vrai qu'il est paradoxal pour Mayotte de vouloir devenir un département alors que ceux qui ont accédé à ce statut en 1946 veulent aujourd'hui le dépasser. Mais nous arrivons à un moment où la départementalisation ne signifie plus l'assimilation. Nous arrivons à un moment où la départementalisation est respectueuse des identités régionales. Ça, c'est nouveau en France. Et ça, c'est vrai, ça reste une gageure
Avec 190 000 habitants, Mayotte est la seule île de l'archipel des Comores qui soit restée française après une série de référendums. Pourtant, l'ensemble comorien relève d'une même réalité, fondée sur la religion musulmane et la culture swahili. Ici, non seulement nous avons une population qui est totalement de même culture, de même religion, qui est la même, de même race, bien évidemment, mais aussi de même famille. Traditionnellement, les populations d'une même famille, finalement, venaient se circuler entre les îles. Et puis, en 1994, il y a eu l'instauration du visa Balladur qui a fermé les frontières, finalement, qui a imposé un visa pour entrer à Mayotte. Et à partir de là, eh bien, il y a eu deux côtés de la barrière. D'un côté Mayotte, la France, et de l'autre les Comores. Progressivement, comme Mayotte s'est développée beaucoup plus rapidement, on a eu à partir de là une volonté des habitants des autres îles qui vivaient moins bien de rejoindre Mayotte, tout simplement. Beaucoup de choses gravitent autour de Mayotte. Pourquoi? Il faut le dire, parce qu'il y a l'euro. Parce qu'il y a une possibilité, à partir d'ici, d'avoir la nationalité française et de pouvoir partir. Ça, c'est une réalité, peut-être une réalité un peu sèche, mais c'est une réalité. Le problème de l'immigré, ce n'est pas un problème spécifique à Mayotte. C'est partout pareil. Le problème de l'immigration, c'est un problème, je dirais, planétaire. Donc on ne peut pas, de toutes les façons, fermer les yeux et dire, s'ils viennent ici, on les chasse. On n'a pas encore, au sein de cette population, une maîtrise totale du monde moderne, de la politique ou de la société occidentale. Et donc, je pense que la départementalisation va amener une accélération de la consommation, du développement. Et quand on pense développement, on pense aux infrastructures, on pense aux grandes surfaces qui vont arriver. Ça, je pense que de toute manière, on n'y peut rien. Il va y avoir une évolution de choses qui va faire que les mentalités vont changer, que beaucoup de choses vont se perdre. Par contre, la seule chose, je crois, qu'on perdrait qui serait dangereuse, c'est la nature ici, c'est la manière dont l'île nourrit la population ici, la manière dont la mer nourrit la population ici. Ça, ce serait un grand danger parce que c'est irrévocable. C'est ça où je m'inquiète et que je me dis, quelle société allons-nous inventer demain dans la République? Est-ce que la République sera capable de nous accompagner pour que justement on construise ici à Mayotte un modèle qui n'a jamais existé ailleurs? Avec 99% de oui, Mayotte devient le 101e département français. À voter. L'histoire tissée entre les pays d'outre-mer et la France a traversé bien des vicissitudes. Leurs peuples ont connu la soumission, l'émancipation, le développement, l'autonomie parfois. Les vieux antagonismes s'estompent. Malgré les séquelles héritées de l'histoire, le passé colonial est presque révolu. Aujourd'hui, l'outre-mer et la France sont ensemble confrontés au temps de la maturité et de la responsabilité. La lame de fond de la mondialisation a finalement renforcé les liens avec la France en leur donnant un sens différent. L'outre-mer ne veut plus être le sujet, mais l'acteur d'une histoire commune. C'est une autre vision de soi qui se profile, être enfin pleinement du monde et non plus du bout du monde.